Tenemos con nosotros a la doctora Douja Alep. Ella trabaja en la oficina, os lo voy a decir porque siempre confundo las iniciales, en la Oficina Nacional de la Familia y de la Población de Túnez. Y ella se ha formado también con Casilda y con nosotros, en un experto en Túnez, ¿no? ¿No es así, Attends, il Casilda? faut que je mette ça aux oreilles. Oui. Y bueno, os va a parecer muy interesante lo que ella os tiene que contar. Y para nosotros, para Medicus Mundi, pues es un gran honor que ella haya accedido a participar con nosotros en esta formación y que venga pues a contarnos su experiencia desde la perspectiva de otro país que no es el español. Muchas gracias, Douja. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité pour participer avec vous à ce cycle de, je dirais, de prise de contact avec le genre et les violences faites aux femmes. Je suis médecin comme vous. J'ai pas le même âge, mais quand même j'ai reçu une formation médicale tout autant que vous. Et tout au long de mon parcours professionnel, j'ai perfectionné mes connaissances. Alors j'ai fait un master d'adolescentologie, j'ai fait un master de sexologie clinique et j'ai eu la chance de participer avec Medicus Mundi au diplôme d'expert en violence fondée sur le genre. Et tout dernièrement, vu qu'il y a depuis la Révolution une augmentation du taux d'addiction auprès des jeunes dans mon pays, donc j'ai vu qu'il était nécessaire que je m'initie à la prise en charge et à la prévention des addictions auprès de la population de la région que j'occupe. Donc on va parler au fait de la planification familiale de la Tunisie, au droit à la santé sexuelle et reproductive, le choix de notre pays, mon pays, la Tunisie, en matière de santé. Soyez les bienvenus. Donc je vais commencer par vous présenter la Tunisie. La Tunisie a une surface qui est 2 fois plus grande que l'Andalousie, mais par contre la population elle est moitié plus importante que 2 fois. Attendez. L'Andalousie est 8 millions et nous sommes à pratiquement 12 millions. Donc la Tunisie, comme vous le savez, c'est un État de l'Afrique du Nord, largement baigné dans la Méditerranée. On a une côte qui est à pratiquement 1300 km. C'est une république qui est indépendante depuis 1956. On était colonisé par la France. La Tunisie comporte 24 gouvernorats. Donc ce sont des régions qui ont une certaine autonomie financière et administrative, mais qui dépendent directement de la capitale, qui est Tunis. Le taux d'urbanisation est de 67%. La Tunisie, c'est aussi 3000 ans de civilisation. Plusieurs civilisations se sont succédées. Alors, on est passé des Berbères, les Numides, les Puniques, les Romains, les Byzantins, les Arabes et les Français. Ils se sont tous chevauchés. La civilisation s'est agglutinée pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, qui est plurielle et multifactorielle. La religion est essentiellement musulmane, avec le rite malikite, qui est un rite le plus modéré de l'islam. On a également des chrétiens et bien sûr des juifs qui ont été, qui sont des Tunisiens et qui habitent la Tunisie. Donc ça, c'est un des vestiges romains, c'est le palais d'El Djem. Il est encore mieux conservé que le Colisée de Rome. Ça, c'est une vue très très belle du sud tunisien, également le sud tunisien, aussi le sud tunisien, le Sahara. Ça, c'est également le sud, c'est Matmata. Et là, c'est les oliviers. Je crois que ça vous rappelle un peu l'Andalousie. Là, c'est la Tunisie moderne. Ça, c'est la capitale. Voilà. Donc, une image des femmes tunisiennes juste avant l'indépendance et cette jeune femme qui dit « Ma liberté n'est pas une faveur, c'est mon droit ». C'est juste pour vous dire que tout au long du parcours de la Tunisie, ce sont les femmes qui ont été plutôt avant-gardistes et qui ont mené la Tunisie.
Donc ça a commencé avec Alissa, qui est venu de Tyr, du Liban, pour s'installer à Carthage. Par la suite, il y a eu une berbère qui s'appelle Kehna, et par la suite, il y a eu d'autres femmes tunisiennes pour aboutir à la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Donc, quelle est la Tunisie? Donc, une population qui avoisine les 11 millions d'habitants. La densité, comme on l'a dit tout à l'heure, est de 70 habitants par kilomètre carré. Les jeunes de 15-29 ans sont de 27% et les femmes en âge de reproduction représentent 27% de la population. La population est alphabète, c'est-à-dire qu'elle a suivi un enseignement au moins primaire à secondaire à 81,8%. L'indice de développement humain en fait de la Tunisie 97e sur 188 pays du monde. Le taux de chômage est malheureusement encore assez élevé, il dépasse les 15%. Il est plus observé dans la population féminine que dans la population masculine. L'indice synthétique de fécondité est de 2,4. Il était beaucoup plus élevé, comme on le verra tout à l'heure, avant l'indépendance. La prévalence contraceptive est de 62%. Par contre, nous observons 7% de besoins non satisfaits en contraception et nous sommes en train de travailler sur ce pourcentage pour le baisser au maximum. Surtout qu'il y a de grandes disparités régionales. Les régions du Nord-Ouest, ce taux peut aller jusqu'à 10 à 11%. Le taux d'accroissement naturel est de 1,5%. La couverture vaccinale, selon le calendrier vaccinal des enfants, est de 95%. Les soins prénataux, les femmes suivent au moins une consultation prénatale à un pourcentage de 98%. Par contre, les femmes qui font le total de leurs consultations, c'est-à-dire 4 consultations avec la sage-femme et une consultation avec le médecin généraliste, avoisinent les 70%. Les femmes accouchent à 99% en milieu assisté, c'est-à-dire dans l'hôpital ou bien dans une clinique privée. Cependant, il y a aussi une disparité régionale. C'est toujours les régions du nord-ouest et un peu du centre et un peu du sud qui sont les plus défavorisées, qui ont tendance à accoucher un peu plus en milieu familial, c'est-à-dire à domicile. Et c'est dû essentiellement au fait de l'éloignement de ces habitations du premier centre où la femme peut accoucher. Le taux de natalité est de 20 pour 100 000, la mortalité est de 5,9, taux de mortalité infantile est de 14, la mortalité maternelle est de 44,8. C'est un taux qui est quand même très honorable pour l'Afrique, mais nous sommes encore en train de travailler et de lutter pour baisser encore ce taux-là au maximum. L'espérance de vie à la naissance pour les hommes est de 73 ans et pour les femmes de 78 ans. Le PIB de 43 milliards de dollars, le taux de croissance 1,5%, taux de chômage 15,4%, dont 30% de diplômés. Et c'est ça le grand problème de la Tunisie. La plupart des jeunes ont des diplômes universitaires, mais ils n'ont pas la possibilité de trouver un emploi qui leur convienne. Donc voilà, c'est de cette idée qu'est partie la révolution du jasmin qu'on appelle et que les jeunes ont demandé à ce qu'il y ait plus d'équité et plus d'emplois à fournir. Le taux d'inflation est malheureusement assez élevé, 3,5%. Les principaux secteurs d'activité de la Tunisie sont l'agriculture, l'industrie et les services. L'agriculture qui est biologique, de plus en plus biologique, on est en train de travailler là-dessus. Donc, et nous sommes le deuxième pays le plus performant en agriculture biologique. L'industrie occupe le tiers de la population, alors que les services, essentiellement les techniques innovantes de communication et essentiellement l'informatique et le tourisme occupent la moitié de la population active. Le pouvoir exécutif est tenu par un président de la République qui est élu pour 5 ans avec un maximum de 2 mandats. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre président a 92 ans, je crois. Pour une population à majorité jeune, ce n'est pas l'idéal, mais c'est le fruit de la révolution et c'est le fruit des élections qui ont eu lieu. Le pouvoir législatif est composé d'une assemblée de représentants du peuple, avec 217 élus
locaux des 24 régions du pays. Depuis la Révolution, il y a eu une centaine de partis politiques qui ont émergé, mais avec une majorité maintenant de 4 grands partis qui font la coalition au niveau du gouvernement. La Tunisie est passée par 3 grandes périodes. La période de Bourguiba, j'ai beaucoup aimé cette photo. On voit une série de femmes qui attendent pour dire bonjour au président Bourguiba de l'époque. De 56 à 87, le président Bourguiba disait que nous ne voulons pas de femmes libérées, nous voulons des femmes responsables. Et s'appuyant sur cela, il a développé l'enseignement et la santé. Les femmes ne doivent plus mourir en donnant les enfants et les femmes doivent être scolarisées pour pouvoir être responsables, participer à l'économie et au développement du pays et donner la meilleure éducation aux enfants. Donc, des réformes révolutionnaires dans tous les secteurs, dont notamment l'émancipation de la femme, a eu lieu durant la période de la présidence de Habib Bourguiba. Il a aboli la polygamie, il a aboli la répudiation et il a obligé le consentement de la femme au mariage et son droit de demander le divorce. Donc nous étions parmi les premiers, sinon le premier pays arabe et musulman à appliquer cette loi, surtout en ce qui concerne la polygamie. Bourguiba a également renforcé le droit des femmes par des amendements qui ont été additionnels au Code du travail et également au Code pénal. La deuxième période, c'était sous la présidence du président Ben Ali. Tristement célèbre, Ben Ali. Le citoyen est à la fois la fin et le moyen. Mais au fait, il a plutôt utilisé le citoyen comme un moyen pour rester encore au pouvoir. En dépit de certaines réformes au profil de la femme, cette période a vu ce qu'on appelle un féminisme d'État. Donc, il a laissé très peu de place aux ONG présentes et aux partis politiques de l'opposition. Il les a laissés dans la quasi-impossibilité d'agir. Donc, tout le pouvoir était entre les mains de Ben Ali. La troisième grande période de la révolution de 2011 jusqu'à nos jours, voilà, les femmes, ce qu'elles disent, ne touchent pas aux droits de femmes. Donc, les femmes ont pris le devant, elles arrachent l'égalité. Et pour nous, les femmes, la Constitution ne doit pas être touchée, elle doit être et continuer à être la garante des droits de femmes. Donc c'est une période de transition démographique post-révolutionnaire, un plaidoyer qui a été initié par les ONG nationales et la société civile, fortement appuyé par la communauté internationale, a permis la promulgation en 2004 d'un deuxième code de statut personnel. La politique de santé en Tunisie. Les déterminants socio-économiques de la santé sont l'ensemble de normes, de valeurs et de représentations qui régissent les comportements et les itinéraires thérapeutiques. Également les manières de faire et de penser, le soin ainsi que le traitement. Les inégalités sociales, dont l'inégalité basée sur le genre, sont l'une des principales causes des inégalités en santé. Donc, pour atteindre le potentiel de croissance économique, les pays tels que le nôtre doivent passer par une transition démographique, réduire la fécondité et réduire la mortalité infantile pour pouvoir accéder à un développement. À la veille de l'indépendance, la Tunisie, comme je ne sais pas si je l'ai dit assez tout à l'heure, la population, dans 10 à 15%, disposait d'un habitat salubre. Imaginez. Donc, près de 80% de la population habitait dans des logements qui n'étaient pas propices pour que la santé soit préservée, la santé de la famille et la santé des enfants. Les 2/5 de la population tunisienne d'âge actif étaient au chômage. Le tiers de la population vivait au-dessous du seuil de la pauvreté. Les maladies infectieuses et les épidémies étaient répandues. Et le 3/4 des Tunisiens étaient analphabètes et 96% des femmes étaient analphabètes. On observait également une grande inégalité sociale et une grande inégalité de genre. La situation démographique, la population était très jeune, près de 50% avaient moins de 15 ans.
La mortalité générale était de 25 pour 1000, le taux brut de natalité à 50 et l'ISF à 7,15. Donc ça change, on est à 2,4, il était à 7,15. L'espérance de vie à la naissance était de 47%. C'est dû aux épidémies et aux maladies infectieuses qui existaient en ce temps-là. La population était fortement concentrée dans les régions du nord, les plus fertiles, c'est l'agriculture, et les régions côtières, c'est la pêche et les transactions avec l'étranger. La population était fortement concentrée donc à un pourcentage de 47,2%. Et il occupait dans les régions du nord et des côtes, et il occupait uniquement 12,6% du territoire. Donc il y avait une surpopulation dans ces régions-là. Et la population urbaine était limitée au moins du tiers. D'où, à ce moment-là, nécessité d'une politique de population. La population devait stagner, sinon baisser. C'est-à-dire le taux de natalité devait baisser absolument. La priorité de premier ordre en ce temps-là était à l'adéquation population-développement. Pour qu'on puisse se développer, il faut freiner la natalité. Mise en place d'une politique multidimensionnelle et évolutive qui visait l'équilibre entre la croissance démographique et la croissance économique. Tout cela pour assurer le bien-être de la population et des générations futures, bien entendu. C'était la volonté d'un homme politique, Habib Bourguiba. Donc, la politique a été réaffirmée tout au long de décennies et a été traduite par la souscription aux engagements internationaux, par l'adoption de textes législatifs réglementaires et par la mise en œuvre de documents cadres et de références. Donc il fallait faire les choses dans les règles de l'art et convenablement, suivre les recommandations internationales, mettre en place des lois pour appliquer les recommandations internationales et mettre en œuvre des documents, des institutions et un cadre référentiel pour appliquer et exécuter tout ce programme de politique, de population et de développement. Donc, les assises de la politique de santé étaient, comme on l'a dit, une volonté politique, un cadre législatif, une adhésion des leaders d'opinion, une mobilisation sociale et médiatique et bien entendu tout cela dans un cadre institutionnel bien codifié et bien réglementé. Un ensemble de réformes, les droits de la femme, le principe d'égalité entre hommes et femmes a été mis en place et adopté par tous. On l'espère du moins qu'en ce temps-là, il était vraiment adopté par tous, mais il y avait des hommes et des femmes qui ont poussé pour que ça soit dans ce sens-là. L'accès à l'éducation. L'éducation est un droit pour tous. Obligation des enfants des deux sexes d'aller à l'école. Ils allaient de maison en maison, de quartier en quartier, même dans la montagne, frapper sur les portes, obliger les parents à scolariser leurs enfants. Le consensus national, c'était un engagement politique, il y a eu une adhésion des autorités religieuses, une mobilisation de toute la société civile et des médias pour plus de droits et plus d'équité. Les services de santé devaient être accessibles. Les services se sont rapprochés de la population et ils étaient offerts gratuitement pour un paquet minimum de services, à savoir tout ce qui est préventif est gratuit. Vous avez la vaccination, la surveillance prénatale et la contraception étaient gratuites. Il n'y avait pas une couverture sanitaire assez développée, donc l'État se devait de donner des carnets de soins gratuits pour les autres prestations, pour les populations les plus démunies, et un carnet de soins à moindre coût. Il devait payer un ticket modérateur par an, et pour chaque consultation, payer 1%, voire maximum 5% de la prestation pour pouvoir accéder à la consultation, à la biologie, à la radiologie, à l'hospitalisation, à tout ce qu'il faut pour que la personne soit prise en charge pour sa santé.
Donc, pour améliorer les indicateurs de santé, on a opté pour divers axes. Amélioration, comme on l'a dit, du statut de la femme et une politique généralisée de planning familial et de limitation des naissances. La politique de planning familial constitue la pierre angulaire de la politique de population qui a été mise en œuvre dès les années 60. Des programmes nationaux de santé depuis également les années 60 et le programme a donné une priorité absolue à la santé maternelle et infantile vu que l'objectif était de réduire la mortalité infantile. Donc toutes ces stratégies ont évolué et mis à jour au fil du temps dans un environnement économique de lutte contre la pauvreté, d'une plus grande accessibilité du genre féminin à l'enseignement obligatoire et d'une amélioration constante de l'accès aux soins, et notamment les soins qui visent les maladies transmissibles et en particulier celles qui touchent la petite enfance. Donc tout converge vers la limitation et la réduction au maximum de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile. Pour cela, il fallait que la loi suive. Avant tout, la Constitution. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première Constitution de la Tunisie a été écrite en 1861, avant même que le pays ne soit colonisé en 1881 par les Français. En 1959, la deuxième constitution et la troisième, celle que nous appliquons actuellement, a eu lieu en 2014. L'article 38 dit que tout être humain a droit à la santé. L'État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen. Il assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé. Donc c'est une obligation d'État que de soigner et de prévenir les maladies pour toute la population. L'article 46, l'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider, les promouvoir. L'État prend toutes les mesures nécessaires en vue d'éliminer la violence contre la femme. Et on a vu dernièrement la loi que tout le monde attendait depuis décennies, c'est la loi qui condamne toutes les violences faites aux femmes et aux filles. L'article 34, c'est le droit de tous les citoyens d'élire, de voter et de se présenter en tant que candidat. Tous les citoyens, ça veut dire hommes et femmes. La loi, la législation, le code pénal. Promulgation du code du statut personnel en 1956, accès des filles à l'éducation, accès également au milieu du travail organisé, et interdiction de la polygamie. En 1958, l'enseignement public gratuit pour tous, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans depuis 1991. Parce qu'avant, en Tunisie, il y avait l'enseignement primaire qui durait 6 ans, par la suite l'enseignement secondaire qui durait 7 ans. Depuis 1991, il y a eu un changement dans le système éducatif. On a l'enseignement de base qui dure 9 ans, donc 6 plus 3, et l'enseignement secondaire qui dure 4 ans. À savoir que les enfants sont scolarisés à partir de l'âge de 6 ans. En Tunisie, nous avons notre bac à 19 ans. Donc, quand on compte 9 plus 6, ça fait les 16 ans obligatoires pour que les enfants n'ont pas le droit de quitter l'école avant d'avoir terminé l'enseignement de base. Donc les 9 ans d'enseignement de base. En 1959, la première constitution de la Tunisie instaure le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. En 1961, il y a une vente libre des produits contraceptifs. C'est révolutionnaire, c'est même avant certains pays d'Europe. En 19... Bien... Voilà. En 1962, il y a eu une réforme du système de santé. Les soins sont gratuits pour les démunis. Les soins préventifs, comme on l'a dit tout à l'heure, sont gratuits, dont ceux du planning familial, et toute une organisation de soins de première ligne, comme on le verra tout à l'heure. En 1965, l'article 214 du Code pénal tunisien légalise l'avortement pour le premier trimestre pour les femmes qui ont plus de 5 ans
En 1973, la loi a été abrogée et toutes les femmes ont droit de demander un avortement, quel que soit le nombre d'enfants qu'elles ont, qu'elles soient mariées ou célibataires. Pour cela, il suffit qu'elles soient majeures. La majorité en ce temps-là était 20 ans, ou bien majorité par le mariage. Actuellement, la majorité de la femme tunisienne est à 18 ans. Mais on doit prouver qu'on est majeur, donc présenter une pièce d'identité qui prouve qu'on a 18 ans et plus. Le mari n'interfère en aucun cas dans la demande d'avortement de la femme. Donc la femme est libre de vouloir garder ou enlever la grossesse. Elle est libre aussi de prendre ou de ne pas prendre une contraception. En 1966, il y a eu le lancement du programme de planning familial. Également, durant la même année, promulgation du Code du travail, égalité hommes-femmes dans le travail, égalité dans les salaires, égalité dans les congés. Et la femme a en plus droit à un congé de maternité. L'article en 204, l'article 206 du Code pénal tunisien considère le harcèlement sexuel comme étant un délit. Et pour nous, c'est une avancée considérable. En 2004, les juges pouvaient reconnaître le harcèlement sexuel comme étant un délit et les hommes étaient punis pour tout harcèlement sexuel qu'ils faisaient subir aux femmes, aussi bien en milieu professionnel que dans la rue. En 2017, adoption de la loi 60/2016 relative aux violences faites aux femmes. C'est une loi révolutionnaire qui comporte plusieurs articles qui sont en faveur des femmes, qui définit la violence, à part les 4 types de violences physiques, économiques, psychologiques et sexuelle, elle reconnaît également la violence politique. Donc toutes les violences que peuvent subir une femme parce qu'elles appartiennent à un parti politique ou bien quand elles sont violentées en vue de leur appartenance, de leur idée, et de là peuvent découler même les violences dans les postes de police et tout parce que les femmes elles ont une appartenance ou une couleur politique bien déterminée. Également, dans cette loi-ci, l'article 227 bis du Code pénal relatif au viol a été amendé. Les femmes et les organismes et les organisations de féministes disent que c'est un article de la honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il parle du viol et qu'avant l'amendement de cet article-là, quand la jeune femme mineure soit violée, le violeur peut échapper à la sentence s'il consent à épouser la fille et s'il reste marié pendant 2 ans. Donc imaginez une jeune mineure violée, obligée par la famille de l'un ou de l'autre et par la pression sociale de se marier à celui qui l'a violée et de rester avec lui pendant 2 ans. Imaginez la souffrance de cette femme. Donc, les mouvements féministes, les ONG ont poussé pour que cet article-là soit abrogé et donc maintenant le violeur est puni et quelle que soit l'issue, mariage ou pas, il est puni et il fait de la prison. Le discernement est remonté à 16 ans. Donc le discernement sexuel, c'est-à-dire qu'ils ont remonté de l'âge de 13 à 16 ans. Donc quand les jeunes femmes ont moins de 16 ans, quel que soit, même si elles sont consentantes, c'est considéré comme un viol. Il y a également pénalisation du harcèlement sexuel dans les lieux publics et une proposition d'un projet de loi par notre président de 92 ans pour l'égalité dans l'héritage. Vous savez que dans les pays musulmans, la femme hérite la moitié de la part de l'homme. Et en s'appuyant sur des fatwas et sur des textes religieux, il est en train d'essayer de faire passer auprès de l'Assemblée pour que la femme hérite autant que l'homme. Et avant 2017 aussi, la femme a le droit de voyager avec ses enfants, alors qu'avant, du moins de mon temps, je n'avais pas le droit de voyager avec mes enfants mineurs sans que j'aie l'autorisation de leur père. Mais depuis quelques années, 3 ou 4 ans, je crois, non, avant la Révolution quand même, la femme, juste avant la Révolution, Ben Ali, il a fait passer un texte de loi comme quoi la femme peut voyager avec ses enfants sans avoir l'autorisation du père.
Les conventions internationales en 1994, la Tunisie a souscrit à la déclaration de la CIPD, la Conférence internationale pour le développement. En 1995, la conférence de Beijing. Et l'intégration de genre dans les différents programmes et projets politiques a été introduite progressivement à partir de 1995. En 2000, les objectifs millénaires du développement. En 2014, l'État a notifié le retrait des réserves sur la CEDAW. Et en 2016, souscription aux objectifs de développement durable. La carte sanitaire de la Tunisie, le système de santé de type pyramidal à 3 niveaux, la première, la deuxième et la troisième ligne. La première ligne, les centres de santé de base, on compte 2123 centres en 2015, soit un centre par 5254 habitants. C'est la porte d'entrée du secteur public. C'est un réseau qui est décentralisé partout sur tout le territoire de la République et qui répond aux besoins des soins préventifs, santé sexuelle reproductive, EPF et également curatifs de base. Ce sont les médecins généralistes de première ligne qui sont accompagnés dans ce centre-là par une sage-femme, par des cadres infirmiers et par des auxiliaires de santé. Donc le but, c'est de recevoir la population qui a besoin d'un service curatif et de recevoir les femmes qui ont besoin d'un service préventif, de recevoir les enfants pour vaccination et d'assurer des séances d'éducation pour la santé à la population féminine et masculine qui vient consulter. Et dernièrement, c'est toute la partie maladies non transmissibles tout ce volet qui est renforcé considérablement, à savoir le diabète, l'HTA et l'obésité. Et bien entendu, le dépistage des principaux cancers féminins, le cancer du sein et le cancer du col. Les maternités rurales et les hôpitaux de circonscription, 118 maternités et hôpitaux de circonscription qui comptent 2613 lits, avec au minimum un service de médecine, une maternité et un plateau technique de base, ça veut dire laboratoire et radiologie. Les hôpitaux régionaux, ils sont au nombre de 34. On a 24 gouvernorats et 34 hôpitaux régionaux, situés dans le chef-lieu de gouvernorat et dans certaines délégations très peuplées. Par exemple, à Nabeul, où je travaille, nous avons un hôpital à Nabeul, un autre à Menzeltmim, un autre à Grombalia, un autre... on a 5 hôpitaux régionaux. Parce que Nabeul est la 3e ville la plus peuplée de la Tunisie. Les CHU, ce sont les centres hospitalo-universitaires, on en compte 22 et ils sont situés dans les 4 villes d'université. Il y a 4 facultés de médecine en Tunisie, il y a Tunis, Sousse, Sfax et Monastir. Et dans ces 4 villes, on compte 22 centres hospitalo-universitaires qui sont, eux, la référence de 3e degré. Donc il y a toutes les spécialités dans ces hôpitaux-là et c'est plutôt les médecins hospitalo-universitaires, donc les assistants, les agrégés et tout. Ce ne sont pas juste des médecins spécialistes, ce sont des médecins qui enseignent également à la faculté. Et on a également, à côté de ce système pyramidal, un système annexe, c'est les centres qui relèvent de l'Office national de la famille et de la population, qui sont répartis dans toutes les délégations du pays. Et j'ai la responsabilité d'un de ces centres-là, donc je suis déléguée régionale de l'ONFP, de l'Office national de la famille et de la population, à Nabeul, 3e plus grande région de la Tunisie. Les résultats de cette politique de santé, les indicateurs sont parlants, l'évolution de la population, on la voit, et le taux d'accroissement naturel, on le voit également. Alors, la loi définit très bien la violence. Elle définit la violence de 4 types, la violence physique, psychologique, économique et sexuelle, et elle donne les définitions de ce type de violence. Et elle rajoute une 5e violence, c'est la violence politique. Et la loi prévoit que l'État est le garant
de la prévention des violences faites aux femmes et qu'il y a 5 ministères qui sont impliqués. Le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires de la femme, de la famille et de l'enfance. Ces 5 ministères sont tenus d'appliquer la loi et de veiller à ce que les femmes et les enfants ne soient plus victimes de violences. Et chaque ministère se doit également de mettre en place un programme de formation pour que les personnes qui dépendent de ces ministères-là savent reconnaître, identifier et prendre en charge et orienter les femmes et les enfants victimes de violences. Pardon, quand je dis les enfants, ce n'est pas les enfants qui sont victimes de violences, c'est les enfants qui sont victimes indirectes ou observateurs de violences faites aux femmes. La législation, c'est clair, mais réellement l'application, on peut le voir dans la société. Oui, alors la loi a été votée en août et tous les ministères ont 6 mois pour commencer à appliquer la loi. Donc elle va être appliquée à partir du 15 février 2018. Sur le journal officiel, la loi est apparue le 14 août. Donc elle va être appliquée à partir du 15 février 2018. Et de mon côté, avec un groupe d'experts, on a mis en place la stratégie de formation de tous les professionnels de santé, formation de premier niveau, 2e et 3e niveau. Le premier niveau, c'est juste la sensibilisation de tous les professionnels de santé, aussi bien techniques qu'administratifs, qu'ouvriers, à reconnaître et à reconnaître la violence faite aux femmes et à être sensible à la question de la violence faite aux femmes. Le 2e niveau, c'est la prise en charge primaire, dépistage. Le 3e niveau, c'est la prise en charge plus spécialisée par des psychiatres ou bien par des médecins légistes ou au-delà, si besoin est. Et les autres ministères sont tenus de faire la même chose auprès de leur personnel. Donc, il va y avoir dans chaque poste de police ou bien un poste de police par grand regroupement, une personne qui est identifiée pour recevoir les plaintes ou bien les femmes qui sont victimes de violences, parce que cette personne-là aurait été formée. Et il y a des initiatives au niveau du ministère de la Justice. Par exemple, à Tunis, la capitale, il y a au niveau de... je ne trouve pas le mot en français... du palais de justice, il y a au niveau du palais de justice un bureau spécifique pour les violences faites aux femmes. Ça n'existe pas ailleurs. C'était une expérience pilote vu que la plupart des plaintes sont dirigées vers ce palais de justice-là. Donc le président là-bas du palais de justice a pensé mettre un bureau spécifique pour les femmes victimes de violences. Mais ceci va se dupliquer dans toutes les régions. En ce qui concerne le ministère de la Femme, c'est celui qui pilote et qui chapeaute tout le projet qui a été aussi à l'initiative de la loi sur les violences faites aux femmes. Il a été poussé par les ONG locales, par les autres ministères, dont le ministère de la Santé, mais c'est lui qui a réussi à rafler le tout et à présenter le projet au nom du ministère de la Femme. Est-ce qu'il y a un projet spécifique pour les étudiants de médecine ou de l'infirmière ou quelque chose à l'université? Tout à fait. Ceci est proposé également dans le cursus de formation des médecins, des sages-femmes, des infirmiers et de tous les professionnels de santé. Mais ça ne peut pas s'appliquer en 2018. C'est une proposition qui sera fortement poussée par le ministère de la Santé à partir de février 2018. Donc, ça sera parce que pour mettre des modules de formation, vous savez que ça prend du temps.
Donc il faut que ça soit aussi adopté par tout le collège des différentes facultés de médecine et par les universités centrales pour que ça puisse être appliqué. Mais elle fera toujours l'objet de séances de sensibilisation auprès des étudiants dans les sections médicales et paramédicales. ¿Las políticas llevadas a cabo por Túnez han tenido cierta repercusión internacional dentro de lo que es el continente? Porque han sido, o sea, tanto a nivel sanitario como de género han sido muy, no, es que no sé cómo decirlo, han sido muy pioneras. Entonces, al ser políticas que ha llevado sobre todo un país, ¿cómo ha sido internacionalmente poner el ojo sobre Túnez? ¿Qué crítica o qué valoración ha despertado? Je vais vous répondre, mais je vais le développer un peu plus tout à l'heure. Il faut dire que la politique de santé, surtout la politique de population et de développement basée essentiellement sur la planification familiale et sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile, a été dupliquée et exportée vers la majorité des pays d'Afrique, d'où qui a fait l'objet d'une coopération sud-sud. Il y a également la coopération triangulaire nord-sud-sud, appuyée par les pays du Nord pour qu'un pays du Sud apporte son expertise à un autre pays du Sud. Donc il y a une coopération sud-sud pour les pays de l'Afrique et certains pays de l'Asie. Mais la Tunisie reste toujours assez contestée, surtout en matière de droits de femmes, par les pays du moins arabes et musulmans. Et la plupart des pays arabes et musulmans, surtout ceux de l'Asie, ou bien dans l'Arabie saoudite et j'en passe, pour eux, la femme tunisienne n'est pas une femme halal. Et les hommes tunisiens ne savent pas tenir leurs femmes parce que les femmes sont libres et qu'elles ont droit d'exprimer leur avis, de bénéficier d'un système de santé et de l'enseignement et de la profession, du métier comme tout homme. Puisque nous payons les impôts autant que les hommes, donc nous travaillons autant que les hommes. Nous avons un salaire égal. Sauf que il y a encore des choses à développer encore. Je ne dis pas que c'est l'Eldorado, que c'est parfait pour les femmes en Tunisie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'on reste quand même assez éloigné du milieu politique. Quand on voit le cabinet ministériel, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a surtout beaucoup d'hommes. Donc il est grand temps pour que les choses changent. Quand on a vu les listes électorales, il y avait une obligation qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Alors c'était le chef de file, par exemple un homme suivi par une femme, puis un homme, puis une femme, etc. Ou bien une femme suivie par un homme, etc. etc. Mais dans les partis qui n'étaient pas assez forts dans les régions, c'est surtout les hommes qu'ils mettaient en haut pour être sûr que c'est eux qui vont arriver à être élus. Donc ceci va changer pour les prochaines élections municipales. Pero ¿qué papel ha jugado la mujer tunecina en la revolución y en la transición? Dans la révolution, le rôle qu'elle a eu est similaire à celui de l'homme. Donc, bien avant qu'il y ait la révolution, il y a eu des ONG féminines, des organisations féministes qui ont poussé pour que les choses changent. Il y a eu beaucoup de femmes blogueuses qui ont fait passer l'information à une vitesse grand V pour que tous change. C'est surtout les jeunes qui ont poussé les choses pour que tout le monde soit informé au même moment de tout ce qui se passe et que les gens sortent dans la rue et poussent le gouvernement et Ben Ali à partir. Les femmes continuent à avoir leur rôle. Elles continuent à lutter, à œuvrer, à sortir dans la rue. Vous savez, quand on a eu le premier gouvernement, c'était un gouvernement surtout de Nahda. Nahda, c'est le parti islamique en Tunisie. Maintenant, il a beaucoup changé. Il se dit non islamiste, il se dit en faveur des femmes, il se dit modéré, il se dit libéral. On n'y croit pas beaucoup, les femmes. Ce sont les femmes qui ont poussé pour que ce parti quitte le pouvoir et qu'il soit remplacé par une coalition beaucoup plus démocratique et modérée, et beaucoup plus en faveur des femmes. Les femmes continuent à être à l'affût de tout, d'être vigilantes. Parce que il faut dire que, moi je le dis personnellement, la femme tunisienne
n'a pas vraiment arraché les droits qu'elle a eus. C'était la volonté de Bourguiba qui a donné beaucoup de droits aux femmes. Certaines ont contribué, mais elles étaient poussées par une volonté masculine, la volonté un peu de l'ego de Bourguiba aussi. Il n'est pas si parfait que ça, paix à son âme. Mais maintenant, les femmes sont vigilantes. Les femmes vont à l'école, les femmes travaillent. On a des femmes menuisiers, on a des femmes qui travaillent dans les chantiers, on a des femmes... Quand je suis venue dans l'avion, c'était une femme qui pilotait. Et c'était une fierté pour moi d'être pilotée par une femme tunisienne. D'ailleurs, l'atterrissage s'est passé parfaitement bien. Le décollage aussi, tout s'est très très bien passé. Et j'étais très contente pour une fois que Tunisair ne faisait pas de retard. C'était parce qu'il y avait une femme au commandement. Et dans l'enseignement supérieur, ce que je voudrais vous dire, c'est que les filles vont à l'école autant que les garçons. Les filles, malheureusement, dans certaines régions, décrochent dès l'enseignement de base. Mais une fois dépassé l'enseignement des bases, les filles sont plus importantes pour arriver au bac. Les filles sont plus importantes, c'est-à-dire le ratio filles est plus important pour avoir le bac. Le ratio est plus important à l'université et le ratio est plus important à la sortie de l'université. Donc, dire la place que la femme a occupée durant une période et qu'elle continuera à occuper durant aussi les 7 années et toutes les années qui vont suivre après la Révolution. Yo he sido una mujer como muchas no, como algunas de las que estamos aquí por la edad, que hemos vivido el aborto clandestino en España. Hemos vivido el nacimiento de una primera ley para la interrupción voluntaria del embarazo, una ley de supuesto. Hemos celebrado la llegada de una ley de plazo. Pues a mí me parece sorprendente, quizás más que a todas las mujeres más jóvenes que hay aquí, que vosotros disfrutéis de una ley desde el año 73, pues con esas características tan especiales que hace que el aborto sea verdaderamente 65. un derecho para las mujeres. Elle a été modifiée en 73, mais depuis 65. Oui. Pero vosotros teníais esa ley mucho antes de que nosotros soñáramos que en España se pudiera abortar anticonceptivos. No teníamos derecho a tener anticonceptivos. Y yo creo que ese es un hecho que Túnez tiene, que habría que ponerlo más en valor. Oui, et au fait, et on continue à œuvrer dans ce sens. L'avortement est légal au premier trimestre, mais le premier trimestre, on peut le calculer comme on veut. Donc on va jusqu'à 14 semaines maintenant. Donc on est en train de pousser davantage. Oui. Et sauf que l'avortement doit avoir lieu dans une institution agréée à cet effet. C'est juste pour éliminer tout ce qui est avortement clandestin qui coûte la vie aux femmes. Et l'ONFP, c'est une des plus grandes structures qui offre le service de l'avortement. Nous avons l'avortement chirurgical et nous avons l'avortement médicamenteux. Et nous avons participé à plusieurs études multicentriques et multipays pour que la dose de mifepristone, qui est une antiprogestérone, passe de 3 comprimés à 1 comprimé. Et des études qui ont été publiées, et je pense que maintenant dans plusieurs pays, le protocole de l'avortement est celui qui a été initié en Tunisie entre autres. Donc c'est 1 comprimé de mifegyne par voie orale, c'est la mifepristone qui est une antiprogestérone, suivi 24 heures après par 2 comprimés de prostaglandine. On donne le cytotec ou l'arthrotec par voie sublinguale. On donne le choix à la femme de prendre les 2 autres comprimés à domicile ou bien à la clinique. Le paquet d'avortement comprend 4 conditions. La première consultation, échographie, examen clinique, vérification que la grossesse est bien en intra-utérin. La deuxième condition, venir le 2e jour ou bien prendre les comprimés à domicile. La 3e condition, c'est revenir 15 jours après pour vérifier la vacuité utérine. Et la 4e condition, que plusieurs femmes
lâche en cours de route, c'est de revenir pour une contraception. Parce que dans un pays où la contraception est légale depuis plusieurs décennies, c'est dommage de voir encore des femmes revenir 2 à 3 fois l'an pour prendre un avortement. Mais ce que je dis à mes collègues qui travaillent avec moi, c'est un feu qui s'allume. Une femme qui revient comme ça fréquemment pour un avortement, qui ne prend pas de contraception, c'est une femme très probablement victime de violence. Donc soyez attentives à cela. Ne renvoyez pas les femmes. Ne leur dites pas, tu sais, en Tunisie, il y a la contraception depuis 60 ans et c'est légal. Et toi, tu ne viens pas prendre de contraception? C'est quoi l'avortement? C'est pas uniquement pour enlever des enfants, hein? Non, c'est peut-être une femme victime de violence. Donc soyez attentive à cela. Et il est vrai qu'à chaque fois que je sens que l'équipe lâche parce qu'elles se sentent frustrées, que les femmes ne viennent pas vraiment terminer la 4e consultation pour contraception, allez, pensez à la violence. Posez la question systématiquement à toutes les femmes. Vous ne pouvez pas savoir. Il se peut qu'elles soient victimes de violence. Et c'est comme ça. D'ailleurs, moi, quand j'ai suivi le cours d'expert avec Medicus Mundi, j'ai présenté mon mémoire sur les violences, la prévalence de la violence auprès des femmes qui viennent pour un avortement. Et l'enquête nationale qui a été faite sur les violences faites aux femmes en Tunisie en 2010 a montré que 46,7% des femmes sont victimes de violences. Et ben, mon enquête a montré que près de 70% des femmes qui viennent pour avortement sont victimes de violences, d'un au moins type de violence. Donc c'est pour vous dire qu'il faut que notre attention soit attirée sur les violences faites aux femmes durant à n'importe quel moment du cycle de la vie, au fait, mais particulièrement à des moments où on sent que cette femme nous embête, qu'elle ne suit pas les protocoles comme il faudrait les suivre ou qu'elle n'est pas attentive à sa santé comme il faudrait qu'elle le soit. Comment? Il faut mettre beaucoup de lunettes. Il faut se mettre des lunettes. Des lunettes, exactement. Des lunettes et écouter aussi. Parce que des fois, moi je fais de la sexologie clinique, donc je reçois les femmes qui ont des problèmes de sexualité. Et comme je le racontais l'autre fois à Cassilda, une femme a été orientée pour un problème de dyspareunie. Et là, on était assises. J'ai commencé par me présenter. Voilà, je suis un tel, j'ai telle qualification. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et elle me déballe toute la violence dont elle est victime. Donc je lui ai dit, vous venez de me donner tous les signes de la dyspareunie. Vous ne pouvez pas avoir de rapport sexuel parce que vous êtes violente et parce vous êtes violentée. Vous avez mal parce que vous n'avez pas envie d'avoir un rapport sexuel. Vous n'avez pas envie d'avoir un rapport sexuel parce que votre partenaire a des relations extra-conjugales, parce que vous avez peur qu'il vous ramène une IST, parce que. Donc il y a un tas de choses. La sexualité ne descend pas comme ça du ciel. Les femmes ont une manière de fonctionner en matière de sexualité qui est un peu différente des hommes, donc il faudrait tenir compte de ça. Également, une évolution du taux brut de natalité et une chute, bien sûr, du taux brut de natalité et le taux brut de mortalité également. Comme vous le voyez, ceci est le fruit de cette politique de santé. Également, la prévalence contraceptive. On voit qu'elle est un peu plus basse en milieu rural qu'en milieu urbain, mais que la moyenne nationale reste quand même stable et elle continue à être à plus de 60%. Et on va faire une enquête dernièrement, elle sera faite en 2018, c'est l'enquête MIX6 qui va nous donner les derniers résultats que nous aurons atteints. Donc l'ISF, l'indice synthétique de fécondité, est passé, comme on l'a dit tout à l'heure, de 7,2 à 2,4. Également, voilà, la prévalence planification familiale versus mortalité maternelle. Donc là où la planification familiale augmente, on observe une baisse de la mortalité maternelle. D'année en année, depuis le lancement du programme du planning familial.
La pyramide des âges. On parle actuellement de dividende démographique. C'est l'âge d'or de la Tunisie où la tranche jeune est la plus importante. On voit une évolution de la pyramide des âges de 1966, date du lancement du programme, 94, 2004 et la dernière pyramide 2014. La population s'est réduite pour les enfants en âge préscolaire et scolaire, et il y a une plus grande population d'âge actif, d'où le taux de chômage qui est important, surtout auprès de la population jeune. Transition démographique, c'est l'âge d'or, comme on l'a dit. Maîtrise du taux de natalité et de mortalité. L'accroissement de la population selon différentes étapes. Première étape, étape de stabilisation. Deuxième et troisième étape, hausse de la population et baisse de la mortalité. Et l'étape 4, c'est l'étape de stabilisation de la mortalité maternelle et également du taux de natalité. Il y aura baisse des deux, baisse de la mortalité et baisse de la natalité. Tout ceci a eu un impact essentiellement sur la santé. Il y a eu un déclin, voire même une éradication de maladies transmissibles qu'on coterait de traditionnelles, telles que le paludisme, la bilharziose, le trachome. Et également certaines maladies de la petite enfance, la diarrhée, dont essentiellement la diarrhée, la polio également, on n'a plus d'enfants qui ont la polio, et le programme national de lutte contre la diarrhée, également fonctionnel depuis des décennies, et le programme national de lutte contre les bronchopneumopathies infantiles est également mis en place et bien codifié, avec un algorithme bien codifié qui est affiché dans tous les centres de santé de base et qui est appliqué à la lettre par tous les médecins. Il y a eu à côté, malheureusement, une émergence d'autres maladies non transmissibles qui peuvent prendre des fois l'allure de véritables épidémies, donc telles que les maladies cardiovasculaires, je crois que c'est les maladies du siècle, la maladie du stress, la maladie de la suralimentation et la maladie de la sédentarité. Les accidents et les cancers constituent actuellement les principales causes de décès en Tunisie. Et puis, introduction de problèmes et qui sont réellement mis sur la table, de problèmes jusque-là considérés comme étant tabous, tels que la santé sexuelle. Maintenant, on parle de sexualité avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les couples mariés, avec les couples célibataires. On sait que l'âge au mariage a beaucoup avancé en ce qui concerne la femme tunisienne. Donc, il est passé à 28 ans, 28-29 ans pour la femme et 30-31 ans pour l'homme. Donc, on ne se leurre pas, les jeunes ont une activité sexuelle avant le mariage et même avoir plusieurs partenaires avant de se stabiliser avec le partenaire définitif. Donc, on parle de santé sexuelle et de sexualité. Les violences faites fondées sur le genre, la sexualité des jeunes, comme je vous l'ai dit, les minorités sexuelles, on parle beaucoup des minorités sexuelles, homosexuelles et transsexuelles et tout. Et on parle aussi de plus en plus, et depuis quelques années, de la toxicomanie. Et il y avait une loi qui pénalisait toute personne qui était attrapée en train de consommer une substance. Alors ce qu'ils disent dans les milieux, c'est une année plus une Vespa. Parce que la Vespa coûtait 1000 dinars en ce temps-là. Donc c'était une année de prison et 1000 dinars d'amende. Mais cette loi a été changée en 2016 c'est-à-dire dépénaliser la première consommation avec obligation de soins. Mais malheureusement, c'est une loi qui a été un peu avant-gardiste par rapport aux structures qui n'ont pas été mises en place. Donc il y a quelques médecins et quelques psychologues qui sont capables de prendre en charge les personnes addictes pour une aide de sevrage, mais ces personnes-là n'existent pas sur tout le territoire de la République, alors que la toxicomanie, elle existe partout. Il m'est arrivé, dans le cadre de caravanes de santé, d'aller dans des coins reculés et en discutant avec les jeunes, ils me rapportent consommer régulièrement une substance.
et vouloir arrêter, mais se sentent incapables d'agir seuls. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite vidéo que j'utilise beaucoup quand je fais des séances de sensibilisation avec les jeunes, qui montre le processus de la dépendance. C'est le petit poussin qui rencontre une substance dorée. Essayez de la chercher sur YouTube, elle est très parlante. Donc c'est un poussin qui tout au long de son parcours rencontre une substance qu'il ne connaît pas, elle est dorée, elle est agréable, elle attire son attention, il la contourne, il la regarde, il la contourne, après il la prend, il est bien, il plane, il est super bien. Il est bien pendant un certain moment, après c'est la chute, c'est bon. Il retombe sur ses pieds, il n'y a pas de problème. Il continue sur cette même ligne, il rencontre la même substance. Tiens, il la reconnaît, c'est son ami, elle lui a fait du bien. Tac, il la prend une deuxième fois. Et là, la période de bien-être ne dure pas aussi longtemps. Et quand il ne tombe pas directement sur ses pieds comme ça, bien droit. Il se gaposse un peu, il tombe un peu, il titube. Et de substance en substance, il ne peut plus attendre. Avant, on le voyait marcher tranquillement d'une substance à l'autre. Après, il court derrière la substance. Et c'est ça, tout le processus de l'addiction. On commence, récréatif, usage festif, et on n'arrive pas à se détacher. C'est tellement bon, on refait et on recommence. Et ça devient une addiction à partir du moment où on se lève le matin, on n'a qu'une seule pensée, c'est consommer. Et on ne consomme plus pour avoir du plaisir, mais on consomme pour ne plus avoir mal. Et là, on devient addict. Et c'est ces personnes-là qu'on rencontre en consultation et qu'il est très difficile de prendre en charge. Ce qu'on leur dit, l'addiction est une maladie. C'est une maladie chronique à plusieurs recrudescences. Donc, on va vous accompagner dans le processus de guérison, mais la rechute est la règle. Et c'est un consensus qu'on a de base avec la personne. On essaie de la traiter médicalement et on fait avec elle la thérapie cognitive et comportementale. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc les processus de thérapie cognitive et comportementale, on établit un projet avec la personne de guérison et on commence à travailler. On dégraisse progressivement selon le choix de la personne, bien entendu. Et après un sevrage physique, aidé bien sûr par les médicaments, pour les douleurs, pour les crampes, pour les maux de tête, pour la dépression et tout. Mais par la suite, la période de stabilisation, c'est la période la plus difficile. Et c'est à ce moment-là que les rechutes peuvent avoir lieu. Et hop, on repart à zéro. C'est une consultation qui est très lourde, qui est difficile. Encore dans mon pays où l'addiction n'est pas... C'est-à-dire que les personnes addictes ne sont pas considérées comme des personnes bien, alors que tout le monde peut consommer, tout le monde peut devenir addict. Ça peut être des universitaires, ils peuvent être des fonctionnaires, ils peuvent être des ingénieurs, des médecins, ils peuvent être des sans profession, des SDF, ça peut être n'importe qui, des filles, des garçons, des hommes, des femmes, tout le monde peut sombrer rapidement dans l'addiction et ne plus pouvoir s'en détacher seul. Voilà. Donc ces problèmes-là qui sont survenus, c'est des problèmes de santé sur lesquels on doit travailler. Parce que moi je parle assez, j'insiste, permettez-moi d'insister sur l'addiction, parce que toutes les personnes addictes, pratiquement 80% des personnes addictes qu'on connaît en Tunisie utilisent les injections par voie intraveineuse, le Subutex, qui est lui un produit de substitution, mais qui a été détourné pour la primo-utilisation de substances en Tunisie. Ces personnes-là ont l'hépatite C. Donc, vous connaissez toutes les conséquences de l'hépatite C sur la santé et tout le poids que cette maladie et tout le coût que cette maladie peut avoir pour le contribuable et pour la santé. Surtout que maintenant, le médicament pour l'hépatite est disponible et il est donné gratuitement et que c'est un médicament qui coûte très cher. L'impact sur la santé des femmes, l'espérance de vie était à 50 ans, elle passe à 78 ans. L'âge au premier mariage était de 20 ans, il passe à 29 ans. Les années de grossesse et d'allaitement étaient de 24 ans. La femme
réservait 24 ans de sa vie et elle mourait à l'âge de 47 ans ou 50 ans. Donc plus de la moitié de sa vie, elle a réservé à la maternité et à l'allaitement, alors qu'actuellement, elle ne réserve que 7 ans de sa vie à la maternité et à l'allaitement. L'espérance de vie après le dernier enfant a été de 15 ans. Actuellement, elle passe à 35 ans et même plus. Le cadre institutionnel, c'est l'institution dans laquelle je travaille. À part le ministère de la Santé, c'est l'Office national de la famille et de la population. Ça, c'est l'ancien et ça, c'est le nouveau. Tu reconnais. L'ONFP. L'ONFP, c'est l'Office national de la famille et de la population. Il a été créé en 1973. C'est un établissement public doté de la personnalité civile et d'une autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Il est chargé de conduire la politique du gouvernement en matière de population et il vise à assurer un développement harmonieux de la population et du secteur économique et social. Tout ça dans le cadre de la population et le développement. Donc l'ONFP a différentes délégations dans les 24 gouvernorats de la Tunisie. L'organigramme, direction générale, toute l'administration avec les départements techniques et les départements des services communs. 24 délégations. On a un réseau de structures fixes et un réseau de structures mobiles. C'est qu'on essaie de se rapprocher au maximum de la population. Même les populations les plus éloignées, on va vers elles pour leur apporter un service de soins. Il y a 49 équipes mobiles qui couvrent 350 centres de santé de base. On a vu tout à l'heure qu'il y a près de 2000 centres de santé de base qui dépendent du ministère de la Santé, dont quelques-uns sont la consultation, du moins, de la sage-femme est assurée par les médecins, par les sages-femmes de l'Office national de la famille et de la population. Donc il y a une voiture qui sort tous les jours avec une sage-femme, un personnel d'éducation qui va vers ces dispensaires-là dans les zones éloignées pour offrir le service de planification familiale et de consultation prénatale aux femmes. Il y a 2 cliniques mobiles et le rôle des cliniques mobiles, c'est de se déplacer dans les régions encore plus éloignées. Il y a un échographe dans la clinique mobile, donc on peut faire l'échographie, on fait l'examen des enfants aussi et on fait l'examen des femmes. Mais on ne peut assurer que la partie santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire tout ce qui est obésité, diabète, hypertension, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on s'occupe des composants de la santé et de la reproduction, qui sont la périnatalité, le planning familial, le dépistage des cancers féminins, l'infertilité, la ménopause et les violences faites aux femmes. Le réseau de structures fixes, il y a 36 centres de santé, donc il y a des régions où il y a plus d'un centre. Il y a 24 espaces amis des jeunes. L'ONFP a développé depuis quelques années des espaces spécifiques aux jeunes. Ils y trouvent une consultation médicale et une consultation psychologique. Il y a des unités de cytologie. Lorsqu'on fait des frottis aux femmes pour dépister les cancers, tous les frottis sont centralisés dans des unités dédiées à cet effet. Il y a des cytotechniciennes et des médecins anatomopathologistes qui font la lecture des frottis et qui, par la suite, orientent les femmes, nous renvoient les résultats. Et tout dépend du résultat. On peut faire une colposcopie avec biopsie ou bien on oriente directement vers le service de gynécologie ou de carcinologie pour une prise en charge en cas de DCN2, CN3, donc en cas de lésion avancée ou très évocatrice d'un cancer du col. Il y a également 9 centres de conseil de dépistage anonyme du VIH. Il y en a partout dans le pays, mais ceux qui relèvent de l'Office national de la famille et de la population sont au nombre de 9. Donc, dans la région que je dirige, j'ai un centre de dépistage, un CCDAC, et j'ai une unité de cytologie, j'ai une consultation de santé de la reproduction avec toutes les composantes, comme je vous ai dit, et j'ai également une consultation de sexologie clinique, une consultation d'addictologie, et une consultation, bien sûr, pour les femmes victimes de prise en charge et d'orientation des femmes victimes de violences. Et nous avons également un centre pilote d'assistance psychologique aux femmes et aux enfants victimes de violences. C'est un centre pilote qui est à la capitale,
et qui est voilà, la vitrine du travail de l'ONFP dans ce domaine-là. Donc les espaces Amis des jeunes, ils sont 21, d'autres sont en cours de création. C'est un lieu d'écoute et d'échange qui est adapté aux différents besoins des jeunes. C'est une dynamique de progression et d'acquisition de nouvelles compétences, surtout les compétences de vie qu'on propose aux jeunes filles et garçons pour négocier tout. Hein, oui, je veux, non, je ne veux pas. Respecter le oui et respecter le non. On pousse les garçons à être plus respectueux, on les incite à être plus respectueux envers les filles. Et les filles, on leur donne des outils pour s'affirmer davantage et être plus sûres d'elles-mêmes, de leur identité et tout. Donc, c'est des centres d'écoute, de conseil, d'accompagnement psychosocial et de prise en charge médicale en santé sexuelle et reproductive et des comportements à risque, dont les comportements sexuels à risque, la sexualité à risque, les grossesses indésirées, les IST, le sida, etc. Et les centres, les CCDAG, les centres de conseil de dépistage anonyme et gratuit du VIH, donc ils sont au nombre de 9 et assurent un service de conseil, de dépistage et d'écoute totalement gratuit et anonyme. C'est les tests rapides qu'on a. Donc, comme structure spécifique, comme je parlais tout à l'heure du CAP, c'est le Centre d'assistance psychologique. Il a été créé en 2012 dans le cadre d'un projet de coopération entre vous autres, mes amis espagnols, et l'ONFP. Le CAP est le premier centre public de référence sur la violence fondée sur le genre en Tunisie. Il offre des services d'écoute, de conseil, d'orientation et de prise en charge psychologique des femmes et des enfants exposés à la violence. Nous avons la même chose dans toutes les cliniques de l'ONFP, tous les centres de l'ONFP, mais ceci reste quand même un centre pilote. C'est le centre qui est visité par les délégations étrangères et tout, mais nous avons le même service partout. Parce que pour le réseau de prise en charge et d'accompagnement des femmes victimes de violences, il faut se créer son propre réseau régional. Chaque région a ses spécificités, a les ONG spécifiques qui œuvrent pour plus d'équité, d'égalité et de prévention des violences fondées sur le genre. Nous avons le délégué à la protection de l'enfance, nous avons toute une structure qui nous sommes plus à même de gérer au niveau de la région. On ne dépend pas du central ni de la capitale pour ce genre de choses. Donc vous avez là rapidement les phases d'évolution du programme qui ont suivi les phases d'évolution du programme de santé en Tunisie. Vision démographique les années 60, vision sanitaire les années 70, vision santé familiale les années 80. SSR après la CIPD 94 et dans les années 2000, introduction du concept genre et consolidation des acquis vers l'atteinte des objectifs de développement durable pour le millénaire. Il y a une approche globale de prévention et de prise en charge. Le choix de la femme et de l'homme et des jeunes est un choix éclairé selon une approche de droit humain et respect des individualités et un counseling mené selon les normes, c'est-à-dire on explique, on expose et on laisse le choix à la femme de choisir si c'est pour la contraception qu'elle veut, si c'est pour la sexualité qu'elle veut, si c'est pour l'avortement qu'elle désire, etc. Le service est disponible, nous disposons d'un staff technique qui est diversifié et formé. Diverses méthodes contraceptives et d'avortement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avortement médical chirurgical. Pour les méthodes contraceptives, nous avons la pilule, nous avons les injectables progestatifs, nous avons les implants sous-cutanés progestatifs, nous avons bien sûr les méthodes barrières, les préservatifs, et nous avons les spermicides et le dispositif intra-utérin qui est la première méthode utilisée par la femme tunisienne. Donc un service disponible, donc accès à toutes les composantes de SSR. Le partenariat est élémentaire, il est efficace avec toutes les structures étatiques et ONG. Et on a un référentiel en santé sexuelle et reproductive vers lequel on s'oriente lorsqu'on a un doute sur quelque chose. Nous avons notre référentiel qui est bien codifié et qui est validé par le Collège de gynécologie et obstétrique. Le service est également accessible puisqu'il y a des unités fixes et mobiles
que les centres de santé proches de la population, aussi bien en milieu rural et urbain, qu'il y a des espaces qui sont dédiés spécifiquement aux jeunes et spécifiquement aux adultes, et que c'est un service totalement gratuit. Je ne vous ai peut-être pas assez parlé aussi du dépistage du cancer féminin. On est au mois d'octobre, donc c'est le mois durant lequel on parle le plus du cancer du sein. Nous le célébrons annuellement, chaque région le célèbre, il est célébré également au niveau central. La stratégie tunisienne est basée essentiellement sur l'examen clinique, tout simplement parce que nous ne disposons pas de plateaux techniques ou de ressources humaines suffisantes dans toutes les régions pour faire le dépistage de masse organisé par mammographie. Donc, la stratégie adoptée, c'est l'examen clinique. Pour cela, nous avons, du moins je parle de ma région, et c'est un programme pilote, c'est un projet pilote qui est en train d'être adopté et dupliqué par le ministère de la Santé au niveau des autres régions. Nous nous sommes mis en place autour d'une même table, personnellement avec mon staff, donc l'ONFP, la Direction régionale de la santé avec son staff, des femmes qui ont vécu l'expérience du cancer du sein, donc les bénéficiaires, les futurs bénéficiaires aussi du service, le service de carcinologie, le service de radiologie, le service d'anapath et quelques ONG féminines, aussi bien les services spécialisés du secteur public et du secteur privé. Et on a mis en place une stratégie basée sur les droits humains, selon une approche humanitaire, et c'était une gestion axée sur les résultats. Nous avons fixé des objectifs à court, moyen et à long terme. Et nous avons développé, mis en place des actions pour atteindre ces objectifs-là. En gros, cette stratégie se base sur l'examen clinique. Et c'est la sage-femme et le médecin de première ligne et le médecin de famille et le gynécologue qui sont tenus de faire un examen aux femmes au moins une fois par an. Toutes les femmes âgées de 30 ans et plus doivent bénéficier d'un examen des seins par un professionnel formé. Pour cela, nous avons formé, je parle de ma région, nous avons formé toutes les sages-femmes et tous les médecins de première ligne. Et nous avons subdivisé la région en 3 pôles. Et dans chaque région, et dans chacun de ces 3 pôles est chapeauté par un médecin qui a fait de la sénologie. J'avais de mon côté la responsabilité d'un pôle. Donc j'avais sous ma responsabilité plusieurs régions. Donc toutes les femmes qui dépendaient de ces régions-là et qui étaient examinées par la sage-femme ou par le médecin m'étaient adressées pour que je fasse un deuxième examen. Donc je confirme ou j'infirme le diagnostic et je me dois de trouver un créneau pour que la femme puisse avoir sa mammographie, tout en sachant que dans ma région, il n'y a pas de mammographe installé dans les structures publiques, alors que dans tous les cabinets privés, il y a des mammographes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Avec toute l'équipe qui a mis en place la stratégie, on a mis en place des manifestations annuelles pour récolter des fonds. Et là, on a introduit avec nous des ONG, récolter des fonds qu'on mettait à la disposition des femmes pour pouvoir faire des mammographies. Les femmes les plus démunies, on leur offrait tous les frais de la mammographie. Les femmes qui avaient un petit budget contribuaient en partie à la mammographie et celles qui avaient les moyens payaient leur mammographie. Donc, partant de ça, on a pu dépister des cancers du sein qui, jusque-là, étaient ignorés par les femmes. Et cette stratégie comprenait également la sensibilisation des femmes de demander à la sage-femme ou au médecin leur droit de se faire examiner. Donc, les femmes demandent au médecin ou à la sage-femme, voilà, c'est le moment, c'est le mois de janvier, de février, de mars, je ne sais pas, elles choisissent la date de leur anniversaire, elles se présentent et elles disent, voilà, faites-moi un examen des seins. Et c'est une stratégie qui est évaluée régulièrement.
Et grâce à cette stratégie et grâce à tout ce que nous avons fait, heureusement et malheureusement, moi je dirais les deux, cette année, en 2017, nous avons sollicité une grande ONG qui lutte contre les cancers, qui, elle, a mobilisé des fonds énormes pour acheter le meilleur mammographe qui existe sur le marché. Nous avons organisé un grand marathon et le village des associations qui étaient là, et c'était vraiment la fête. Et 3 cliniques mobiles qui étaient là, disponibles avec tout le staff médical et sages-femmes pour examiner toutes les femmes. Et on a invité toutes les femmes à venir se faire examiner. On a décoré toute la ville, au centre-ville, en rose, avec les nœuds roses, avec des banderoles partout. Et on a invité le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est venu avec le staff. Et il a fait à peine 500 mètres de marathon avec l'équipe. Suite à ça, il a pris sa voiture et il est rentré. Il était très content. Il a dit, voilà la Tunisie que j'aime. Le secteur privé, le secteur public. Je lui ai dit, oui, monsieur le ministre, c'est la collaboration publique-privée. Parce que l'État ne peut pas mettre en place des mammographes partout. Donc c'est le secteur privé qui a mis du sien. Et nous autres responsables d'institutions publiques et les ONG, nous nous sommes mis tous ensemble et nous avons réussi à faire ça. Il était très content. Mais malheureusement, sur le chemin du retour, il a eu une attaque cardiaque et il est décédé. Réussir à ramener un ministre dans une région où il y a un problème de santé de femmes et avoir son adhésion et et le perdre. Et en plus, c'était un ministre exceptionnel qui a commencé à faire des choses formidables au secteur de santé, mais voilà, on l'a perdu. Il avait 56 ans. Voilà. Donc, les autres domaines d'intervention de l'ONFP, c'est le service médico-psychologique. Donc, nous avons des médecins, nous avons des sages-femmes et nous avons un psychologue dans tous les centres. Nous assurons les consultations prénuptiales et nous accordons aux consultations prénuptiales tout l'intérêt. Et le ministère de la Santé a envoyé une circulaire dernièrement pour inciter tous les médecins du secteur public et privé de donner toute l'importance à la consultation prénuptiale. C'est une consultation au cours de laquelle on demande un bilan, on demande une radiologie pour essayer de dépister les maladies transmissibles. Mais au cours de cette consultation aussi, on parle du genre, on parle de la relation homme-femme, on parle de la sexualité, on parle du respect, on parle des droits. Donc c'est un moment où on peut échanger et passer plusieurs informations aux jeunes couples qui vont se marier. On a également les consultations pré- et postnatales, les consultations de contraception et d'IVG, de prise en charge des IST. Le sida, on ne le prend pas en charge dans notre structure, on le dépiste et on oriente vers les centres spécialisés. Par contre, on les prend en charge de manière psychologique pour l'acceptation de la maladie, le suivi, l'incitation au suivi de la trithérapie et toute la prise en charge. Également la prise en charge primaire des couples infertiles et leur orientation en cas de dépistage de pathologies qu'il faut prendre en charge chirurgicalement ou autre. Le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. La prise en charge des troubles climatériques et psychologiques liés à la ménopause. On ne donne pas le THM, le traitement hormonal de la ménopause, on ne le donne pas. Sauf pour les femmes qui ont des troubles climatériques très importants qui deviennent très gênants pour sa santé. Et puis le dépistage et l'assistance aux femmes victimes de violences, la prise en charge psychomédicale des adolescents et des jeunes et des consultations pilotes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de sexologie clinique, de nutrition, d'aide au sevrage. L'autre domaine d'intervention, c'est la communication pour un changement de comportement. Nous avons toute une direction au niveau central, c'est la direction de la communication, sur la manière de communiquer avec les adultes et les jeunes pour que ces personnes aient un comportement à moindre risque et échange de comportement vers un autre comportement à moindre risque pour la santé.
Donc c'est un accompagnement pour l'acquisition de nouvelles compétences, pour un comportement, comme je le disais, à moindre risque, pour la santé en général, et l'adoption d'un mode de vie sain au niveau individuel, communautaire et social et sociétal. L'élaboration de messages, d'outils et d'approches adaptés aux réalités et aux besoins des bénéficiaires. Pour cela, diverses techniques sont utilisées, des entretiens individuels, des entretiens de groupe, des groupes de parole, des interventions par le pair, l'expression à travers le théâtre, à travers les arts d'une manière générale, le théâtre, le slam, la musique, etc. Et puis, ces interventions-là, pour un changement de comportement, ont lieu en intramuros, c'est-à-dire au sein de l'espace jeune ou de l'espace de la clinique, et en extramuros, lorsqu'on sort à l'université. On va souvent vers les jeunes à l'université, on va souvent voir les jeunes dans l'école, on va dans les centres sportifs, on va l'été à la plage, les festivals. On essaie de se déplacer et de toucher la plus grande tranche de population possible. Donc tout cela est fait dans le cadre d'un partenariat plurisectoriel, gouvernemental et ONG. On utilise également les médias et il m'arrive avec mon staff de passer à des émissions radio pour parler d'un problème particulier. Dernièrement, j'ai fait une intervention sur les violences sexuelles faites aux femmes. En rentrant, je vais faire une émission sur le cancer du sein et il y a eu une émission avant aussi sur la contraception, contraception, c'est-à-dire pour retarder le désir du premier enfant. Donc la contraception juste après le fait de se mettre en couple ou de se marier pour retarder au maximum le premier enfant. Donc les ONG et les institutions gouvernementales ainsi que les médias vont nous aider à casser les tabous. Il n'y a pas de sujet tabou, il faut parler de tous les sujets. Tous les sujets peuvent être débattus et exposés et réduire la stigmatisation et la discrimination envers les femmes, envers les personnes vivant avec le VIH et envers les personnes addictes, etc. L'ONFP est également, j'aime le décrire comme tel, c'est une pépinière de projets pilotes. C'est-à-dire que tous les projets pilotes ont été d'abord initiés au niveau de l'ONFP, puis diffusés au centre de santé de base. Le planning familial avant était dans les centres de l'ONFP, après il a été diffusé partout dans les centres de santé de base. Le programme de dépistage des cancers féminins a été initié au niveau de l'ONFP. Par la suite, il a été diffusé au niveau de tous les centres de santé de base. Et maintenant, c'est les violences faites aux femmes, le dépistage et la prise en charge des violences faites aux femmes qui ont été initiées au niveau des centres de l'ONFP et qui, grâce et suite à la loi et au programme de sensibilisation, de formation, va être diffusé à tous les professionnels de santé, aussi bien dans les centres de santé primaire que secondaire ou tertiaire. Donc, l'ONFP est une pépinière de projets, comme je le disais, grâce à l'appui, au partenariat et au renforcement de la riposte et à la menace d'extension au VIH-Sida en Tunisie. Le Fonds mondial, depuis 2007, a beaucoup aidé la Tunisie dans ce domaine-là. Les enquêtes ont montré qu'il y a une épidémie concentrée auprès de populations clés. C'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses de sexe clandestine et les usagers de drogue par voie intraveineuse. La prévalence au sein de ces populations est de 5%, 4,5 à 5%, et on sait quand une prévalence atteint 5% dans une population concentrée, c'est déjà une épidémie. Donc les actions sont ciblées, orientées vers ces trois axes-là, et actuellement nous sommes en train de renforcer nos actions dans ma région auprès des jeunes usagers de drogue et auprès des travailleuses clandestines. Mais pour cela, on travaille aussi en partenariat avec les ONG et d'autres institutions étatiques telles que les centres de défense et d'intégration sociale qui dépendent du ministère des Affaires sociales et qui travaillent beaucoup avec les jeunes de milieux non encadrés. Pour ce qui est de la prévention de la violence fondée sur le genre et l'accompagnement des femmes dans le Nord-Ouest, c'est également une fondation espagnole, c'est la fondation CEDEAL.
l'instauration de mécanismes intersectoriels pour la prise en charge des femmes victimes de violences en 2014, le dépistage des cancers du sein par examen clinique à la Manouba. Manouba, c'est une région de Tunis en 2015, et la prise en charge de l'addictologie dans 3 gouvernorats pilotes, ça a été instauré en 2015, dont je fais partie, Nabeul fait partie de ces gouvernorats pilotes. Pour ce qui est d'autres domaines d'intervention, c'est la formation. Pour cela, des cycles de formation. Vous m'avez parlé tout à l'heure comment la Tunisie exporte son expérience. Grâce à des cycles de formation nationale et internationale au profit de personnel médical, paramédical, éducatif, technique et même administratif, pour le renforcement de leurs connaissances et de leurs compétences dans un souci d'une amélioration continue de la qualité des services nécessaires partout dans le monde, surtout dans les régions du Sud. Je n'ai pas la prétention de renforcer les compétences des pays du Nord, mais du moins pour nos autres pays du Sud, nous sommes une référence dans ce sens-là. Et nous produisons également des référentiels pour les bonnes pratiques nécessaires qui sont validés par les sociétés savantes et par les universités. On conçoit également des modules de sensibilisation et de formation pour les professionnels. Ce projet dont je vous ai parlé dernièrement, qui est en cours de validation, de finalisation, on l'a présenté à la secrétaire d'État du ministre de la Santé, et elle adhère parfaitement. Elle va juste mobiliser les fonds pour pouvoir appliquer ce module-là. Les recherches sociodémographiques, enquête sur la fécondité, prévalence contraceptive, démographique de santé, la santé de la mère et de l'enfant, les PAP-femmes, l'étude mixte 3, l'enquête sur les violences faites en 2010, les violences faites aux femmes, et l'étude mixte 6 est en cours. Les recherches biomédicales également. On a fait des recherches sur les déterminants du non-recours à l'accouchement assisté, surtout dans les zones défavorisées, l'introduction de nouvelles méthodes contraceptives, d'où l'implant, la prévalence des IST, l'avortement médicamenteux. Nous avons participé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs études multi-pays, multicentriques pour améliorer c'est-à-dire la prescription et la prise en charge des femmes qui demandent un avortement médicamenteux. Et il y a une recherche biomédicale sur le dépistage de masse organisée par mammographie qui a été faite dans une seule région, mais c'est une étude qui a montré qu'au fait, elle ne peut pas être dupliquée et que le mieux est de faire comme nous avons fait dans notre région. C'est pour ça que le ministère a opté plutôt pour le dépistage par examen clinique que le dépistage par mammographie. Parce que en Tunisie, les masses, malheureusement, sont encore découvertes à une taille qui dépasse les 3,5 cm. Et c'est une masse facilement palpable. Donc notre objectif est de réduire les masses dépistées de 3 à 2, voire 1 cm. On n'a pas pour le moment l'ambition de chercher les masses infracentimétriques, mais plutôt de détecter le cancer à un stade très précoce pour diminuer la mortalité et surtout la morbidité des femmes. Donc le partenariat, toute une stratégie de coopération bilatérale et multilatérale avec plusieurs instances internationales et étrangères pour apporter un appui technique et financier. Les principaux partenaires internationaux, donc l'OMS, l'UNICEF, la ECID, l'ONU Femmes, l'ONU-SIDA, la JICA, c'est les Japonais, le Fonds mondial, l'UNFPA, l'Union européenne et j'en passe. Donc la coopération triangulaire Sud-Sud-Nord, la Tunisie est l'un des pays fondateurs de l'initiative Sud-Sud. Il a assuré le premier mandat de présidence. La Tunisie est membre permanent du comité exécutif jusqu'à ce jour. La Tunisie est le président d'honneur de la coopération Sud-Sud. Quelques projets de coopération triangulaire Sud-Sud-Nord au Niger, au Tchad, en Mauritanie, à Djibouti, au Mali, au Yémen. Et dans chaque pays, il y a
un organisme, un bailleur de fonds qui joue le rôle du Nord, donc l'Agence française de coopération pour le Niger, la Banque mondiale pour le Tchad, l'Agence espagnole pour la Mauritanie et pour le Mali, l'UNFPA pour Djibouti et pour le Mali, c'est les Pays-Bas. Et tous les projets rentrent dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, la contribution de la réduction de la mortalité maternelle et le programme de santé maternelle et de santé de la reproduction. Les projets en cours, la coopération tripartite Tunisie-Pays-Bas avec le Mali et le Niger, la coopération en Tunisie également aux Pays-Bas avec le Burkina Faso et le Gabon, la Tunisie avec le Côte d'Ivoire pour la mise en place à l'Office national de la famille de la population à Abidjan, et avec le Cameroun, signature d'un accord de coopération pour l'appui du programme camerounais en SRPF. Pour les reconnaissances internationales, on se plaît au niveau de l'ONFP à les citer. Bon, donc prix des actions humanitaires de l'UNESCO, prix des Nations Unies pour la population, désignation comme un centre d'excellence en population pour l'Afrique et le monde arabe, président du partenariat en population et développement, le cadre de l'initiative Sud-Sud, centre d'expertise en SR pour les pays d'Afrique francophone, centre de référence en éducation et en santé des jeunes. Ça, c'est pour le centre, le CEFIR, c'est le centre de formation internationale et de recherche qui dépend de l'ONFP. Prix de l'Alliance du partenariat Sud-Sud, prix du programme des Nations Unies pour le développement, pour les efforts entrepris en matière de coopération Sud-Sud. Et le Centre de formation internationale et de recherche, c'est un centre collaborateur de l'OMS 2009, reconduit en 2013 et encore une fois cette année en 2017. Pour ce qui est des défis et des priorités de mon institution, c'est de garder une démarche évolutive, de consolider les acquis en matière de maîtrise de la natalité, en maîtrise de la croissance démographique, un repositionnement de la planification familiale et une réduction des disparités régionales. Je dis bien repositionnement de la planification familiale parce qu'après la Révolution, on a remarqué que le taux de natalité commence à regrimper. Donc avec la montée des islamistes, c'était un feu qui s'est allumé. Et on s'est dit, notre priorité principale, notre mission principale était la planification familiale, l'espacement des naissances. Donc il est temps de se repositionner dans ce cadre-là pour continuer notre mission. L'autre perspective, c'est de capitaliser l'opportunité du dividende démographique et de répondre aux besoins spécifiques des jeunes, dont une sexualité à moindre risque, une prévention des comportements addictifs pour une meilleure intégration dans le processus de développement du pays. On a besoin de jeunes et on a besoin de jeunes en bonne santé. Renforcer le droit à l'accès universel en SSR et à une espérance de vie en bonne santé également, et promouvoir l'approche genre et l'égalité des sexes. On renforce le partenariat et l'intersectorialité public-public et public-privé et continuer à exporter l'expérience de l'ONFP aux pays arabes et africains. Donc on opte également pour un meilleur avenir des services de SSR. Le service doit continuer à être accessible, à être disponible, à être équitable pour tous, et cela dans toutes les structures de santé, aussi bien publiques que privées, aussi bien dépendant de l'ONFP que dépendant du ministère de la Santé. Le service doit être personnalisé à l'écoute des besoins des jeunes, des femmes et des couples. Pour cela, une clarification des valeurs du personnel de santé, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est toute une stratégie que l'ONFP est en train de mettre en place, parce que, encore une fois, avec la montée de l'islamisme, il y a certains professionnels de santé dans certaines régions qui ont refusé pendant un certain moment d'offrir le service d'avortement. Donc, on a cerné le problème et on s'est repositionné. L'avortement est un droit de femme. Il y a des femmes dans le monde qui ont donné leur vie. Nous avons ce droit, nous devons le préserver. Donc, chaque personnel de santé doit clarifier ses valeurs, ses principes à lui, il les garde à la maison, et il y a les valeurs et les principes du travail et des droits humains qu'il doit appliquer.
renforcement du partenariat public-privé, public-public, développement de la recherche-action. On ne peut pas développer un programme sans faire des recherches d'évaluation, des recherches-actions, et un plaidoyer et une conscientisation des bénéficiaires du service, c'est-à-dire les femmes, les hommes et les jeunes, de l'importance de leur contribution dans le partage des rôles pour une plus grande responsabilité au sein du système de santé. Donc, chaque individu est un acteur clé dans la prise en charge de sa santé. Chaque individu doit passer de détenteur de droits vers un détenteur d'obligations. On a le droit à la santé, mais on est obligé de prendre soin de sa santé. L'environnement est favorable, le droit à la vie en bonne santé. Pour cela, les bénéficiaires, les lois, les institutions, la société civile ainsi que les systèmes de santé, le rouage doit bien fonctionner pour aboutir à une vie en bonne santé. L'accès universel de la santé, c'est un droit d'accès à l'information aux soins, c'est un droit de maîtriser sa sexualité, sa santé et sa procréation, et c'est un droit à la liberté de choix, à l'égalité et à l'équité, dans le cadre d'un respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique et psychique. Pour cela, les services doivent être disponibles, accessibles financièrement, adéquats, de qualité, acceptables et pérennes. Un auteur a dit une fois, la vie est un cadeau si merveilleux que tout être généreux ne peut avoir qu'une ambition, l'offrir. Je vais vous passer rapidement une photothèque. Donc ça c'est Bourguiba, ça c'est pour dire qu'il a été que le programme de population et de développement était à l'initiative d'une initiative purement politique. Et là, c'est des réunions. Il y a toujours une image féminine pour montrer que les femmes sont égales dans le processus. Ça, c'est des femmes voilées, des femmes à moitié voilées et des femmes qui ne le sont pas, des femmes rurales et des femmes urbaines qui sont ensemble pour le développement et pour le programme. La femme de droite, c'est une des pionnières. Elle, c'est une des premières gynécologues en Tunisie, une femme pionnière dans le projet de planification familiale. Elle a été la première femme gynécologue en Tunisie et dans le monde arabe et même en Afrique. Voilà, ça c'est une manifestation de femmes. C'est l'Union nationale de la femme tunisienne. Ça a été la première ONG qui œuvre pour le bien des femmes et pour le développement des femmes. C'est une consultation, les affiches derrière, c'est les affiches qui incitent à la limitation de naissance pour un bien-être de la famille. Là, c'est les hommes qui vont faire le plaidoyer, c'est des hommes politiques, qui font le plaidoyer en milieu ouvrier pour que l'homme ne se sente pas exclu du projet de planification familiale. Ce n'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de couple. Là également, il est en train de leur expliquer l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin, il explique aux hommes. Ça, c'est une des premières cliniques de l'ONFP, donc on va un peu partout dans les milieux ruraux. Voilà, encore un milieu rural. Et la dame, là, en blouse blanche, c'est une éducatrice, donc elle va. Des fois, c'est une des femmes du village. C'est pas vraiment un village, c'est un regroupement de maisons, donc c'est pas au sens théorique du village. Donc elle va l'attendre en bas, tout en bas, et elle aide à remonter, lui montre les femmes, et elles font un groupement où elles discutent. Voilà, elles discutent avec les femmes de la planification et de l'espacement des naissances et des méthodes disponibles. Encore une fois, la voiture, et là, très souvent, ils se sont enlissés dans la boue et c'est tout le monde qui aide pour que la voiture se dégage, encore une fois. Voilà, et ça, c'est un homme, un éducateur qui discute avec les hommes du village en milieu ouvrier, encore une fois en milieu ouvrier. Et ça, c'est les caravanes de santé qui sont encore organisées
l'ONFP et la santé organisent des caravanes de santé multidisciplinaires dans les zones les plus déshéritées et les plus défavorisées. Encore les hommes. Et ça, c'est les deux jeunes animatrices. Ça, c'est une clinique avec échographe et tout. C'est une des dernières cliniques. Encore une fois, l'éducation. Et ça, c'est le carnet de santé. Le vert, c'est le carnet de santé que chaque femme doit avoir lorsqu'elle est enceinte. Il y est inscrit tout le suivi de la grossesse, les 4 consultations et la consultation médicale. Et par la suite, ce carnet l'accompagne pour l'accouchement. Quand elle accouche, il y a aussi toutes les variables de l'enfant qui sont inscrites sur le carnet. Et à la fin du carnet, il y a tout le calendrier vaccinal. Et ce carnet-là accompagne l'enfant jusqu'à l'école. Donc, quand ils sont inscrits en préscolaire et en scolaire, on demande le carnet de santé de l'enfant pour vérifier que tout a été bien fait, que l'accouchement a eu lieu dans de bonnes conditions, que l'abgar était correct et que par la suite la vaccination a été faite dans les conditions, dans les normes, etc. et dans les délais. Voilà, encore une séance d'éducation avec les femmes rurales, avec une femme rurale. Et là, dans un centre, tu reconnais Hayat dans un centre de santé de la reproduction. Donc là, on est comme là où je travaille. C'est une collègue à moi qui travaille à Ben Arous. Et ça, c'est les activités, comme je vous ai dit, en extramuros avec les jeunes, à la plage, avec des jeunes, ici ça doit être un collège, je crois, simulation par le théâtre, l'expression sur les thèmes. Et voilà la femme tunisienne. Et puis je vous remercie. Au revoir. Como las mujeres, la mayor parte de las mujeres han vivido el retroceso del segundo año de la revolución. No la primera revolución, no el principio, sino cuando los islamistas ont pris le pouvoir. Oui. Oui, il faut dire que tout le monde était content quand il y a eu la révolution. Je vous ai dit, la femme a beaucoup contribué pour faire partir le dictateur. Mais par la suite, il y a eu quand même des femmes professionnelles de la santé, comme je vous l'ai dit, qui ont régressé, qui ont refusé d'offrir des services d'avortement, d'offrir le droit aux femmes à contrôler leur sexualité, leur conception, leur vie, quoi. Mais ça a été repris par nous autres qui croyons que la femme a un droit et que les droits doivent avancer et non reculer. Il y a eu un peu plus de femmes voilées, c'est vrai, parce que avant, dans la période de Ben Ali, il interdisait aux femmes de porter le voile. Mais par la suite, celles qui voulaient être voilées l'ont été. Mais il y a plusieurs femmes qui ont abandonné le voile aussi, parce que elles se sont rendues compte par la suite que, au fait, c'était pas vraiment leur choix. Elles ont suivi un mouvement, elles ont suivi un troupeau, mais ce n'était pas vraiment leur choix. Ça n'empêche que les ONG ont été très très vigilantes et les réseaux sociaux ont très bien fonctionné pour que la femme tunisienne quand même conserve son statut et ses acquis. Et une des photos que je vous ai montrées, touche pas à mon code de statut personnel, ma liberté c'est mon droit, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Et on a eu malheureusement, durant la période où Narva a été au pouvoir, ils ont permis à certains religieux de l'Arabie Saoudite, du Qatar et tout, de venir distiller leur venin. Alors, ils sont allés jusqu'à dire que la mutilation féminine, c'est de l'esthétique. Alors que nous, dans mon pays, on ne connaît pas la mutilation féminine. L'excision, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a jamais entendu parler de ça. Ça ne fait pas partie de nos pratiques, ça ne fait pas partie de nos coutumes.
on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, des prêcheurs sont venus parce qu'ils ont eu la possibilité d'exposer leur théorie. Et voilà, ils ont fait l'apanage de l'excision, mais ça a été très très vite repris et cassé par les ONG, mais aussi par les médias. On a des plateaux télévisés qui sont animés par des femmes formidables, des femmes avant-gardistes, des femmes patriotes, féministes ou pas, mais des femmes patriotes qui croient à la condition féminine et qui croient aux droits de la femme tunisienne et qui ne font que casser toute cette mauvaise influence et tout ce venin qui vient d'une culture qui n'est pas la nôtre, au fait. Nous sommes un pays quand même assez joyeux, nous aimons bien vivre, donc on n'est pas prêt à régresser ni à renoncer à nos droits. Et puis, je ne sais pas si je t'en avais parlé, Cassilda, pour ce qui est de violences faites aux femmes, personnellement, je n'ai jamais, tout au long de mon éducation, dans ma famille, et tout au long de ma scolarité, j'ai toujours été avec des garçons à l'école. Et j'essaie, de là où je suis, avec les moyens que j'ai, pour stopper ou bien pour aider les femmes et pour inciter les jeunes à avoir un comportement plus respectueux les uns envers les autres. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Une remarque? Quelque chose que je dois améliorer? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vous ai donné envie de dormir? Parce que je sais que vous avez eu une longue journée. Voilà. Oui. Decía que habían venido religiosas de otros sitios a Túnez a exponer su teoría. Pero los religiosos de Túnez ¿os han ayudado en este proceso o ha sido como un estorbo que tuvieran otros pensamientos? Oui. Il y en a qui étaient en accord avec eux parce que c'est eux qui les ont invités. Il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord avec eux. Vous voyez, parce que l'islam de la Tunisie est un islam très modéré. L'islam sunnite est modéré, et encore plus l'islam tunisien. Vous savez que pour la prière du vendredi, généralement, il y a une seule heure pour la prière. En Tunisie, il y a 2 horaires pour la prière. Parce que normalement, quand on fait la prière du vendredi, on ne travaille pas. On arrête de travailler durant je ne sais pas moi, ça prend une demi-heure, 1 heure de temps, on arrête de travailler, on doit fermer les magasins, on doit partir. Dans le monde musulman, les gens ferment les magasins, arrêtent de travailler et vont faire la prière. En Tunisie, comme il y a 2 horaires, donc on peut garder le magasin ouvert pour ceux qui font la prière. Quelques-uns vont à la prière de midi, les autres vont à la prière de 2 heures. Comme ça, tout le monde travaille. Et ça a été instauré par les religieux du temps de Bourguiba pour inciter les gens à travailler et à produire. Et n'a pas se dire, voilà, c'est la religion qui va me faire manger, qui va me faire travailler, qui va me faire gagner de l'argent. Non, la religion, c'est personnel. Et les religions ont essayé, ceux qui sont venus par la suite, là, après la Révolution, ils ont essayé de faire de la religion un mode de vie. Les préceptes, de faire des préceptes de la religion un mode de vie social et politique. Mais ils ont trouvé, c'est-à-dire tout le monde, toute la société civile, les partis, les autres partis, et même les gens qui n'appartiennent à rien du tout, les ont stoppés. Ils leur ont dit non, ça ne se passe pas comme ça.
Nous avons notre islam à nous, nous avons notre manière de faire, nous restons hommes et femmes, nous allons à l'école hommes et femmes, nous nous fréquentons dans un cadre de respect et d'équité. Et les débordements existent partout, dans tous les pays du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas ou 2 cas ou 3 ou 10 cas isolés que nous devons enfermer les femmes, ne pas les laisser aller à l'école, ne pas les laisser travailler, les empêcher de sortir le soir. Non. Et même si les femmes sont victimes de violences, ce n'est pas parce qu'elles sont habillées en short ou en mini-jupe ou en robe, non, c'est parce qu'il y a des hommes violents dans la rue, tout simplement. Et que l'enquête a montré que la femme est violentée surtout au sein de sa famille. Donc ce n'est pas parce qu'elle a mis la mini-jupe dans la rue, c'est parce que le violent, il est à côté d'elle, tout simplement. Donc c'est comme ça que les mentalités sont en train de changer, que toute la société est en train d'évoluer en ce qui concerne la religion, les droits des femmes et la préservation des acquis et leur renforcement surtout. Quería hacer un comentario que Madame Guedana nos había hecho en un congreso internacional de salud reproductiva que hicimos en Madrid. Madame Guedana era la directora general de la Oficina Nacional de la Famille et de la Population. Era la directora general. Entonces ella, le preguntábamos en ese congreso, le preguntaba cómo en un país musulmán ya tenía una ley de aborto desde los años 60, cuando ningún país musulmán actualmente tiene una ley, ni siquiera como la que tenían ellos en los años 60. Y entonces ella nos contaban que Bourguiba dijo a los jefes musulmanes: buscad la manera de justificar el aborto. O sea, con la religión, oui. Con el Corán en la mano, buscad la manera de justificar el aborto. Porque esta ley hay que publicarla en un país musulmán como el nuestro, ¿no? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, oui, oui. Alors Bourguiba a fait ça et il a fait aussi pour la polygamie. Il a dit aux religieux, en ce temps-là, trouvez dans le texte religieux quelque chose qui interdit la polygamie. Et ils ont trouvé. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit vous pouvez prendre 1, 2, 3 ou 4 femmes à condition que vous les traitiez de la même manière. Et dans un autre verset, il dit que jamais vous ne pourriez être le même avec 2 femmes. Vous ne pourriez jamais traiter 2 femmes de la même manière. Donc ils se sont basés sur le deuxième pour dire qu'on ne peut jamais être équitable avec 2 femmes. Donc, abolition de la polygamie, il faut avoir une seule épouse. Et Bourguiba aussi, il a voulu passer la loi sur l'égalité de l'héritage. Et on lui a dit stop, ça suffit. C'est trop pour la Tunisie de la post-indépendance. On ne peut pas passer la loi sur l'héritage, surtout qu'en Tunisie, c'est surtout les biens, comme partout dans le monde, je pense, les biens, la terre. La terre a beaucoup de valeur. Donc, si on va donner la moitié aux filles, la même part aux filles, cette même part va aller dans une autre famille. Et les familles, des fois, ne s'entendent pas très bien. Donc, on lui a dit, on ne touche pas maintenant à la question de l'héritage. Ça viendra par la suite. Et l'actuel président a mis le problème maintenant devant les députés pour qu'ils essayent de trouver quelque chose pour que la femme, et d'ailleurs la femme hérite autant que l'homme. Et d'ailleurs dans toutes les familles que je connais, les parents partagent équitablement avant de décéder, quoi. C'est-à-dire ils font un testament et c'est légal. Dans la religion, c'est égal. C'est-à-dire tout ce que la personne laisse comme recommandation, on doit l'appliquer. Tu vois, dans la religion, c'est légal. Et peut-être qu'ils vont s'appuyer sur ça pour dire, voilà, c'est à vous, parents, d'être équitables avec vos enfants. Et puis c'est tout. Voilà, alors je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée. Et puis, beaucoup de réussite dans votre vie estudiantine et votre future vie professionnelle et dans votre vie d'une manière générale.